Donc moi je m'appelle Kenza, donc j'ai 18 ans, je suis sportive de haut niveau, je fais de la voile. Donc aujourd'hui j'ai 18 ans, j'ai été piquée par le virus à l'âge de 6 ans. Et à côté de ça, la fédération, elle n'a pas la politique forcément de nous aider beaucoup. Elle essaye de faire comme elle peut. Et donc j'ai eu la chance avec mes quotas que j'ai fait avec les résultats au championnat du monde et aux Jeux Olympiques de la jeunesse d'intégrer Sciences Po Paris. C'est vrai qu'ils mettent quand même beaucoup d'argent sur les catégories élite, senior qui préparent les Jeux Olympiques, mais la fédération elle nous aide ponctuellement avec des bourses, un 20e du budget dont on a besoin, donc c'est des aides vraiment ponctuelles, voilà, mais c'est... Salut les sportifs, c'est Hermano. Une nouvelle semaine se termine, c'est l'occasion pour nous d'ouvrir un nouveau casier des vestiaires. Aujourd'hui, je vous propose l'interview d'une petite jeune, passionnée de voile depuis son plus jeune âge et qui met tout en œuvre pour atteindre le plus haut niveau et représenter la France à Paris 2024. Mais juste avant de vous laisser écouter ce nouvel épisode, je vous le répète encore une fois, je compte sur une équipe du tonnerre. Oui, je compte sur vous pour parler de ce podcast autour de vous, pour inviter tous vos amis à s'abonner et à écouter cette série. Et le meilleur moyen de faire exploser ce projet, c'est que tout le monde aille mettre une revue sur Apple Podcast avec 5 étoiles évidemment. Allez, assez parlé, je vous laisse avec Kenza et je vous dis à tout à l'heure. Salut les sportifs, bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Dans les vestiaires. Aujourd'hui, je suis tout seul, je ne suis pas accompagné de Barthélémy. Malgré tout, j'ai une superbe invitée qui est Kenza Coutard. Salut Kenza. Salut Armando. Vas-y, excuse-moi. Non, pas de souci. Voilà, j'allais te poser une petite question, savoir un petit peu qui tu es, quel âge tu as, ce que tu fais dans la vie. Donc moi je m'appelle Kenza, donc j'ai 18 ans, je suis sportive de haut niveau, je fais de la voile. Et donc je pense que c'est un petit peu pour ça que tu m'as interviewé aujourd'hui. Effectivement. Je voudrais en savoir plus déjà un petit peu sur toi, enfin sur ce sport qu'est la voile. Comment est-ce que tu la pratiques toute seule, en équipe, sur quel type de bateau? Voile, est-ce que c'est de la planche à voile ou est-ce que c'est un bateau? Et puis après on rentrera aussi dans le vif du sujet de ce podcast, c'est-à-dire comment est-ce que tu finances ta carrière de sportif de haut niveau? Donc le micro est à toi. Dis-nous ce que tu fais un peu dans la vie et puis quand est-ce que tu as été piqué par ce virus de la voile? Donc aujourd'hui j'ai 18 ans, j'ai été piquée par le virus à l'âge de 6 ans. Donc j'ai commencé un peu par hasard en Normandie chez mes grands-parents. Donc plaisir d'essayer quelque chose, un nouveau sport, parce que mon papa aimait bien ça. J'ai tout de suite accroché avec la voile, l'ambiance qu'il y avait dans les cours de voile, à l'école de voile. Donc j'ai vraiment adoré. Ensuite donc je me suis inscrite à Paris vu que mes parents vivaient à Paris à ce moment-là, donc en club à l'année. Donc j'ai commencé en région parisienne sur des petits lacs jusqu'à l'âge de 8 ans. Et ensuite, pour progresser et aller vers la compétition, j'ai rejoint le centre d'entraînement au Havre. Et à ce moment-là, je m'entraînais donc les samedis, dimanches et je faisais l'aller-retour avec mon papa. Donc ça, c'était pendant que j'étais en primaire et au collège. Et arrivé au lycée, je me suis retrouvée un petit peu bloquée pour continuer à progresser parce que j'arrivais pas à naviguer autant que je voulais et autant qu'il fallait pour faire des résultats. Donc à ce moment-là, j'étais en optimiste et j'ai fait vice-championne de France en dernière année à 14 ans. Et ensuite, vite fait, juste pour que tu dises pour nos auditeurs, optimiste, c'est-à-dire? Donc c'est un petit bateau qu'on voit un peu partout dans les écoles de voile. C'est le bateau sur lequel tout le monde commence un peu quand il fait de la voile. C'est là qu'ont commencé François Gabard ou des grands noms de la voile. Donc c'est un petit bateau en solitaire qui fait un peu comme une caisse à savon, c'est comme ça qu'on l'appelle. Et donc c'est un bateau sur lequel on peut commencer hyper jeune la voile. C'est hyper facile d'apprendre dessus et c'est un bateau hyper formateur. Donc voilà. D'accord, donc rien à voir avec ton joli sourire que tu arbores depuis tout à l'heure et qui laisse présager... un petit peu peut-être. Voilà, c'est ce qui m'a donné un peu le sourire à cette époque-là. J'adorais faire l'optimiste. C'était des plus belles années où déjà, en étant jeune, on a la possibilité de voyager un peu partout en Europe et c'était dingue à cet âge-là de pouvoir déjà voyager comme ça. Ouais, j'imagine. Moi, ça me rappelle de bons vieux souvenirs parce que j'ai fait aussi quelques écoles de voile. Alors, pas à ton niveau, bien sûr, mais sur le lac de l'Héripose en Normandie, sur les petits optimistes. Ça me rappelle de vieux souvenirs. Je suis plus si jeune que ça, mince.
Oui, non, j'ai navigué donc à Pose aussi, à Léripose sur le lac, et c'est vrai que j'en ai aussi des bons souvenirs. Bon, c'est très très froid là-bas, hein, quand même. C'est Ouais, c'est pas relativement plus froid humide. qu'au Havre, hein. Bah, c'est un peu entre la cuvette, entre le Havre et la Normandie, donc c'est souvent que là il y a du brouillard, du froid, mais j'en ai des bons souvenirs moi aussi. Ouais, excuse-moi, je t'ai coupé, je te laisse reprendre. Donc, t'as vice-championne de France à 14 ans en optimiste. Voilà, c'est ça. Je faisais déjà des régates internationales à cet âge-là, donc j'étais déjà allée en Angleterre, aux Pays-Bas, en Espagne, en Italie. Donc j'avais déjà quand même bien voyagé à cet âge-là. Donc ça, c'était à 14 ans. Donc ensuite, pour rentrer au lycée, là, j'ai changé de bateau. En fait, c'est la fin d'une catégorie. On rentre dans une catégorie espoir, qui est commun à tous les sports. Et donc là, je change de bateau et je rentre sur un bateau qui est plus grand, qui s'appelle le 420, donc qui fait 4,20 m. Et là, ça se navigue à deux. Donc il y a 3 voiles, une grande voile, un spi, donc c'est une voile qui est ronde à l'avant, et un foc. Ok. Et donc je commence en étant équipière. Voilà, donc il y a deux postes. Il y a une personne qui barre, qui est derrière, et une personne qui équipe le bateau, donc qui porte une ceinture, qui a accroché un câble au bout du mât pour faire contrepoids avec la grande voile. Donc Donc voilà. c'est ces acrobates qu'on voit sur les régates qui passent à la télé, qui sont toujours avec un pied sur le bateau et les fesses dans l'eau, c'est ça? Exactement. Le but, c'est de naviguer avec le corps qui est à ras de l'eau, donc c'est des sensations un peu incroyables, un peu comme un planche à voile, si on veut. On est accroché, voilà, directement au mât ou directement à la voile, donc c'est des sensations qui sont assez incroyables. Et puis c'est vrai qu'on touche le bateau finalement qu'avec la pointe des pieds, et après on se retrouve donc à l'horizontale, allongé à côté de l'eau, donc c'est vraiment des sensations que j'ai vraiment adoré à cet âge-là, quoi. Et pendant ce temps-là, la barreuse ou le barreur, lui ou elle, ils ont les fesses bien attachées sur le bateau pour tenir la barre. Voilà, exactement. Donc à cette époque-là, donc j'ai commencé à 420 donc avec une fille, donc Margot. Donc je suis allée à Brest, donc j'étais en sport-études, donc je suis rentrée en internat. Et donc j'ai rencontré Margot, donc c'est une super copine à moi maintenant aujourd'hui, c'est ma meilleure amie. Donc on a vécu plein d'histoires ensemble, et c'est vrai qu'elle, quand elle est à l'arrière, elle a des sangles où elle accroche ses pieds, mais elle garde les fesses sur le bateau, quoi. Alors que moi, je suis vraiment à l'extérieur. Donc voilà, c'est deux postes différents qui sont complémentaires pour faire avancer le bateau. Et donc après Brest, Donc ça, c'était pendant 3 ans, donc c'était mes 3 années de lycée. Ensuite, la dernière année, donc en terminale, je suis comment dire, recrutée par la fédération pour préparer les Jeux Olympiques de la jeunesse. Donc c'était un événement, voilà, à part, qui a lieu tous les 4 ans, exactement comme des Jeux, mais à la différence, c'est qu'il faut avoir moins de 18 ans pour participer à ces Jeux-là. Et donc c'est exactement comme des Jeux. Il y a un village, tous les sports sont présents. Et donc ça se déroulait donc à Buenos Aires en Argentine. Donc c'était en septembre-octobre 2018, il y a un an. Et donc la préparation s'est faite l'année 2018. Et donc j'ai été recrutée. Donc Margot, ma coéquipière, a aussi été recrutée. Et en fait à ce moment-là, il fallait absolument naviguer en mixte sur des catamarans. C'était le support qui était aux Jeux Olympiques. Et donc on se séparait une semaine sur deux, si on veut, ou un week-end sur deux. Un coup on naviguait ensemble en 420, et la semaine d'après on était adversaires en catamaran. Donc un catamaran, c'est un petit bateau. C'était des nacres à 15, donc des bateaux qui font 5,50 m, où il y a deux coques à ce moment-là, il y a un trampoline au milieu. Et donc je naviguais avec un garçon et elle avec un garçon. Et donc c'est comme ça que l'histoire a commencé aussi du catamaran, et je faisais à la fois du 420 et à la fois du catamaran. Et donc arrivé les sélections, on sélectionne avec mon coéquipier, donc en catamaran masculin, l'équipage pour aller la France, pour qualifier déjà le pays pour aller aux Jeux Olympiques. Donc on arrive à qualifier la France, et ensuite on qualifie notre équipage au championnat du monde en faisant deuxième. Donc voilà. donc déjà une belle carrière derrière toi. Voilà, c'est ça. C'était mon premier gros résultat à ce moment-là, et en même temps je me bagarrais avec Margot qui était sur le terrain à côté de moi. Donc voilà, qui fait 15e, je crois, un truc comme ça, qui fait aussi un super beau championnat du monde. Donc c'était vraiment une belle histoire toutes les deux, mais c'était vraiment très fair-play, quoi. C'était vraiment sympa de pouvoir se matcher comme ça. Et donc ça c'était le championnat du monde, et aux Jeux Olympiques alors du coup qu'est-ce que ça a donné? Donc aux Jeux Olympiques, c'était en octobre dernier. Donc c'est un peu l'histoire a été un peu plus compliquée qu'elle paraît sur le papier, parce que du coup je me qualifie avec un coéquipier qui vient de Quiberon en Bretagne. Donc c'est là-bas pour s'entraîner l'hiver. Et en fait, 2 semaines avant de partir, enfin 10 jours avant de partir, je reçois un mail de la fédération, un appel de la fédération pour me dire que mon coéquipier déclare forfait. Donc là, c'est un peu le drame, c'est un peu compliqué, c'est beaucoup de remises en question, beaucoup de larmes, beaucoup d'incompréhension, parce que je m'étais pas préparée à ça, parce que c'était voilà un événement qui est survenu comme ça.
Et donc là, il fallait tout reconstruire, fallait trouver. Donc à ce moment-là, il y a une liste d'attente. Comme aux Jeux Olympiques, il y a un équipier qui est de remplacement. Et là, il faut faire un appel au CIO pour demander à pouvoir naviguer avec un équipier qui n'était pas officiellement qualifié. Et donc la décision passe en commission, ça demande de l'attente. Donc c'était les pires journées de ma vie. Et tout ça à 2 semaines du départ pour les Jeux. Voilà, c'est ça. 1 semaine avant le départ pour les Jeux, je savais même pas si j'allais pouvoir prendre l'avion. Au final, j'apprends en plein milieu de l'après-midi, donc voilà, à peu près 1 semaine avant, on était en stage, que c'est bon, qu'on a le billet pour partir en Argentine, que le CIO a accepté notre demande d'équipage. Donc là, c'est beaucoup de soulagement, mais on repart sur autre chose. Et là, on se dit, mais est-ce qu'on va avoir le niveau, quoi? Parce que là, normalement, pour aller aux Jeux Olympiques, ceux qui vont aux Jeux Olympiques aujourd'hui, ça fait des années, ça fait 4, 5 ans qu'ils naviguent ensemble. Et là, nous, on a 1 semaine devant nous, on sait pas trop ce qu'on va pouvoir donner vis-à-vis des autres pays, parce qu'eux, ils nous attendent pas pendant ce temps-là. Et donc, on arrive là-bas, on sait pas trop quel niveau, on a du mal à se jauger par rapport aux autres. Et puis, en fait, on se rend compte que le feeling passe hyper bien, qu'on est tous les deux motivés. De toute manière, on n'a plus le choix, qu'il faut naviguer ensemble, qu'il faut profiter ensemble, qu'il faut faire une belle histoire. Et on fait deuxième aux Jeux Olympiques de la jeunesse. Donc voilà, c'était une très très belle médaille. Donc vraiment un très beau parcours, un très beau début de parcours pour toi depuis que tu as 10-12 ans, quoi. Voilà, c'est ça. Bon, il y a toujours des phases dans une carrière. On parle souvent des pics, mais il y a entre les pics, il y a souvent beaucoup de creux, beaucoup de remises en question. Mais c'est grâce à ces phases-là qu'on arrive à avoir des belles médailles. Donc oui, bien sûr. J'ai la chance d'avoir eu des belles médailles ces dernières années. Bon, bah écoute, ça c'est une belle histoire. Mais à côté de ça, j'imagine que une carrière comme ça, que tu as déjà commencé jeune, parce que tu l'as dit, t'as que 18 ans, mais t'as déjà commencé assez jeune. Et ben ça se finance. Et comment est-ce qu'on arrive donc tu as eu le déclic. Tu nous as dit que ton père t'aidait à aller jusqu'au Havre tous les week-ends, faire les allers-retours. Donc déjà là, il y a un coût pour la famille. Après, comment est-ce que ça se passe? Est-ce que tu es aidé par la fédération? Est-ce que tu vas à la recherche de sponsors? Alors, ce qui s'est passé, c'était que quand j'étais en optimiste, donc c'était globalement, c'est la famille qui soutient le projet. Hein. Okay. On va dire que la voile, c'est un sport qui est très peu médiatisé, donc il y a très peu d'argent globalement. Ou en tout cas, ce qui est médiatisé, c'est la course au large, donc c'est pas du tout la partie olympique. Donc c'est vrai que quand on fait l'olympisme, c'est compliqué parce que il n'y a pas vraiment de sponsors qui sont rattachés. Il y a quelques grands sponsors, mais comme par exemple la Banque Populaire, mais qui sont directement sponsors de la fédération et qui sont pas des sponsors de coureurs. Et à côté de ça, la fédération, elle a pas la politique forcément de nous aider beaucoup. Elle essaye de faire comme elle peut, mais c'est vrai qu'ils mettent quand même beaucoup d'argent sur les catégories élites, seniors qui préparent les Jeux Olympiques, mais tant qu'on n'arrive pas en équipe de France autour de 20-25 ans, en fait, la fédération, elle nous aide ponctuellement avec des bourses, mais qui représentent peut-être un 20e du budget dont on a besoin. Donc, c'est des aides vraiment ponctuelles, voilà, mais c'est pas du tout ce qui nous permet de suffire à vivre, loin de là. Donc, c'est beaucoup les familles qui supportent le projet, ça c'est sûr. Et après, donc, c'est à nous de trouver des sponsors, c'est à nous, avec notre coéquipier, de faire une plaquette, d'aller sonner à des portes. Donc, c'est vrai que c'est un peu le parcours du combattant. C'est beaucoup de difficultés parce que les gens, quand on va sonner à la porte d'une entreprise, le plus souvent, si on connaît pas directement une personne à l'intérieur, le dossier, il part dans une pile au fin fond d'un bureau. Et donc, c'est vrai qu'en optimiste, j'avais pas de sponsor. Arrivé en 420, donc au lycée, j'ai réussi à trouver un sponsor via, pareil, des contacts de ma famille. Mais ça a été, une rencontre avec une personne qui a supporté le projet, qui a adhéré tout de suite à l'équipage féminin, hyper motivé et tout, mais ça a duré quelques années. Après, j'ai eu une année entièrement de trou où j'ai pas eu de sponsor, et à ce moment-là, c'était entièrement mon club qui m'aidait, parce que heureusement, j'ai un club qui m'aide beaucoup, qui finance à peu près un quart de ma saison. Donc, quand j'étais en 420, il m'aidait matériellement. Après, quand je suis passée en catamaran, il m'aidait avec des bourses. Donc ça, j'ai eu vraiment beaucoup de chance d'avoir un club qui m'a toujours soutenu, même quand c'est un tout petit club qui est situé près de Pose. Donc c'est près de l'autoroute à Tourville-la-Rivière, entre Paris et Le Havre. Donc c'est un tout petit club. Mais par contre, c'est des gens vraiment incroyables et hyper motivés passionnés par ce qu'ils font. Et donc ils m'ont toujours encouragé. Donc j'ai de la chance d'avoir eu mon club qui m'a aidé. Mais c'est un vrai parcours du combattant, quoi. Pour nous, en tout cas, en tant que sportif dans la voile.
Alors je pense que c'est le moment de donner justement le nom de ton club, parce que c'est peut-être un petit club, mais tu dis que c'est des gens géniaux. Donc vas-y, balance. Mon club, c'est le CESAE, donc c'est le club de voile de Saint-Aubin-les-Elbeuf. Et donc c'est un tout petit club qui est sur un tout petit bout de lac, voilà, près de l'autoroute. Quand on passe, je peux dire bonjour à mon club de loin, quoi. Et en fait, on se dit comment un petit club comme ça arrive à concurrencer des clubs comme le SRH au Havre, par exemple, des gros clubs historiques, si on veut, de la voile. Et en fait, c'est juste parce ils ont une super équipe bien motivée et du coup, ils ont réussi à faire vraiment un très beau club. Alors, est-ce que le club, justement, t'aide à aller à la recherche de partenaires / sponsors ou eux, ils t'aident, comme tu l'as dit, comme ils peuvent avec des bourses ou avec du matériel, et que par contre, pour toute la partie sponsor, ça va plutôt être ton job à toi? C'est un petit peu les deux. Donc, il y a vraiment un soutien qui est financier, matériel, ça qui est vraiment très présent. Et ensuite, à côté de ça, ils font beaucoup de communication sur les réseaux sociaux. Et ils mettent par exemple en lien avec des journalistes, avec des personnes qui veulent faire un article sur tel ou tel résultat. Donc, et à chaque fois, en fait, ils disent, elle cherche des sponsors, elle cherche des sponsors. Donc indirectement, oui, ils m'aident à chercher des sponsors parce que ils mettent en relation avec des gens, ils me donnent de la visibilité. Donc oui, ils essayent en tout cas, comme ils peuvent, de nous aider nous aussi à trouver des sponsors. Oui, ils s'occupent de toute la partie relation presse, quoi. Voilà. Tu nous as pas dit, maintenant que tu as eu ton bac, tu as 18 ans, qu'est-ce que tu fais à côté? Tu t'es consacré à 100% au sport ou tu fais des études? Alors à côté de ça, une fois que j'ai passé mon bac, donc j'ai fini mes années de 420, pour passer au post-bac, j'avais besoin de trouver une école qui m'aidait à la fois à faire de la voile et des études, parce que j'avais vraiment envie de continuer mes études et de surtout pas lâcher la voile. Et donc j'ai eu la chance avec mes quotas que j'ai fait avec les résultats au championnat du monde et aux Jeux Olympiques de la jeunesse, d'intégrer Sciences Po Paris, donc dans un cursus aménagé pour les sportifs de haut niveau. Donc c'est une classe qui est entièrement de sportifs où les horaires sont aménagés, les cours sont à la fois en présentiel et par correspondance. Donc ça a été vraiment une grande chance de trouver cette école-là et d'intégrer cette école-là parce que ils m'aident énormément à pouvoir concilier la voile et les études. Ok, donc ils t'aident par des aménagements au niveau de l'emploi du temps. Par contre, encore une fois, c'est pas eux qui vont t'apporter un soutien financier ou matériel. Non, absolument pas. Le soutien, à la limite qu'ils ont, c'est que ils sont sponsorisés par Lagardère, par la FDJ et par Accor. Donc les frais d'inscription de Sciences Po sont vraiment minimes comparés à l'école de Sciences Po. Donc ça, comme c'est une classe aménagée, c'est une classe qui a eu des sponsors à part, si on veut, de Sciences Po. Donc les frais d'inscription sont vraiment très faibles. Donc ça, c'est un avantage. Mais après, dans le milieu du sport, voilà, ils nous aident pas du tout. Ils peuvent pas nous aider. Donc ça, c'est sûr ils peuvent que nous aider sur les aménagements. Ça, c'est sûr. De nous soulager entre guillemets notre charge de travail. Ok. Bon, après, j'imagine que en parallèle, quand tu présentes un dossier de sponsoring à un sponsor, avoir le stempel Sciences Po, ça fait pas mal aussi. Voilà, exactement. C'est sûr que ça fait une belle carte de visite de dire oui, aujourd'hui j'ai tel résultat, mais j'ai pas arrêté mes études pour autant et en même temps je fais Sciences Po. C'est sûr que ça donne une image, ça donne tout de suite l'idée un peu de la personne en face qui s'est un petit peu démenée pour avoir à la fois des études et à la fois continuer le sport. Ça, c'est sûr. Revenons un petit peu justement sur le financement de ta carrière. Tu nous dis que c'est très compliqué quand on est sportif de haut niveau. Alors, ce que j'entends entre les lignes, c'est d'autant plus quand on est jeune. Allez, on va pousser dans les clichés. Est-ce que c'est aussi d'autant plus dur quand on est une femme ou pas? Je sais pas si c'est d'autant plus dur quand on est une femme. Quand on est jeune, ça c'est certain, parce que tant qu'on n'intègre pas l'équipe de France, la fédération nous aide vraiment ponctuellement. Donc c'est vraiment un stade de rentrer dans l'équipe de France. C'est un statut, il faut faire, je sais plus, dans les 5 championnats du monde, quelque chose comme ça. C'est un truc vraiment très très carré. Mais tout le chemin jusque là, c'est vrai que c'est compliqué. Et d'autant plus d'être une femme, je sais pas, parce que dans la voile, c'est vrai que ils ont vraiment une volonté de mixité avec les Jeux de Paris 2024, qui est 50% de femmes et 50% d'hommes. Donc c'est vrai que pour l'instant, en tout cas, la fédération a une dynamique de booster à fond la voile pour les filles, parce que c'est vrai que quand on regarde aujourd'hui, il y a beaucoup de garçons qui font de la voile, mais les filles qui continuent à faire de la voile, au fur et à mesure des années, on les compte sur les doigts d'une main quasiment dans nos séries, quoi. Au fur et à mesure qu'on passe les échelons, il y a beaucoup de femmes qui arrêtent, quoi. Et du coup, la fédération essaie d'inverser la tendance en nous soutenant un petit peu financièrement. Mais pareil,
c'est des bourses qui sont de l'ordre de quelques centaines d'euros, mais c'est pas du tout des bourses qui sont, enfin, c'est un peu un petit cadeau de Noël comme ça, mais ça remplit pas du tout la fonction entièrement de notre budget, quoi, ça c'est sûr. Bon, bah en tout cas, le deuxième message est passé. C'est-à-dire que allez les filles, allez-y. Et puis, si vous avez des velléités pour devenir des grandes championnes de voile, il faut pas hésiter, il faut pas lâcher le morceau et puis il faut y aller. Exactement. La voile aujourd'hui pour les femmes, il y a vraiment de la place et il faut pas avoir peur faut pas se dire la voile c'est un sport de garçon. Quand on regarde à la télé, il y a que des hommes qui font de la voile. C'est complètement faux et il faut vraiment dépasser cette image-là, quoi. Bon, moi, je voudrais quand même qu'on revienne toujours sur cette histoire de financement de ta carrière. Donc, tu nous as dit que c'était difficile. Comment est-ce que toi, du coup, tu gères ça? Peut-être avant, est-ce que, comme tu es en mixte avec ton coéquipier, est-ce que vous allez chercher des partenaires tous les deux ou c'est chacun pour soi? Non, globalement, c'est un projet qui est commun, qui est un projet qui est à deux, donc on cherche les sponsors ensemble. Le budget, on a un budget qui est commun. S'il y en a un qui trouve un sponsor, c'est évidemment partagé entre les deux. La question se pose même pas pour nous, quoi, parce que pour nous, c'est le même combat, quoi. On est dans le même bateau, donc c'est voilà. Et donc globalement, ça dépend un peu des caractères de chacun sur l'équipage. Je sais que moi, avant, avec ma coéquipière, on n'était pas trop à l'aise dans tout ce qui était sponsor, dans tout ce qui était communication sur les réseaux sociaux, etc. Et donc, on est passé par des amis de son club pour nous faire une plaquette, pour nous aider, entre guillemets, parce que nous, on n'était pas à l'aise ni l'une ni l'autre dans ce domaine-là. Maintenant, aujourd'hui, avec mon coéquipier en mixte, on a un peu toujours le même problème. On n'est pas forcément hyper à l'aise. Enfin, on n'a pas un caractère qui fait qu'on a envie d'être très démonstratif sur nos résultats, de tout le temps raconter nos journées. Enfin, c'est pas un truc qui est très entré dans nos caractères, mais ça dépend vraiment des équipages. Moi, je sais que j'ai des amis à moi qui adorent le soir écrire leur petit message sur leur page Facebook avec la photo du jour. Voilà, ça dépend complètement des gens. Mais c'est vrai que c'est à nous dans l'équipage de nous en occuper. C'est à nous de prendre en main une page Facebook si les sponsors en demandent. Mais c'est sûr que oui, c'est autant mon coéquipier que moi qui faisons un dossier de sponsoring et qui allons chercher, mais c'est toujours compliqué parce que on n'a pas du tout de formation là-dedans, on sait pas comment aborder les entreprises, on sait pas comment nous présenter vraiment. Enfin, c'est sûr que c'est compliqué. Oui, c'est vraiment le parcours du combattant. Je sais que j'accompagne aussi quelqu'un de ma famille et notamment elle a un podcast. Donc si les auditeurs veulent aller l'écouter, je mettrai ça dans les show notes. Et c'est très difficile parce que surtout que quand on est sportif de haut niveau et a fortiori quand on fait des études, eh bien on a 90% de notre temps à consacrer au sport et aux études et à côté de ça, la recherche de sponsors, de partenaires est beaucoup plus chronophage, je pense, et demande beaucoup de charge mentale. Et du coup, comment est-ce que vous dépassez ça? Comment est-ce que vous arrivez à trouver du temps? Comment est-ce que vous arrivez à sortir de votre zone de confort pour essayer de présenter vos dossiers? Vous vous appuyez toujours sur des connaissances. Je sais par exemple que ta maman, elle fait beaucoup de communication sur ses réseaux à elle pour parler de vous. Comment est-ce que vous dépassez tout ça et que vous arrivez à obtenir de quoi remplir le frigo et payer le loyer? Oui, donc pour la recherche de sponsors, c'est vrai que vu que c'est pas trop un domaine dans lequel je suis à l'aise, je m'appuie un petit peu sur les gens de ma famille ou celle de mon coéquipier pour essayer de monter une plaquette ou qui donne un peu envie, qui est un peu vendeuse. Donc c'est un truc qu'on fait à la maison entre guillemets le dimanche pour essayer d'avoir un petit peu de jour de repos. Mais c'est sûr que c'est vraiment compliqué de trouver du temps pour ça parce que moi je suis en cours à Paris, je m'entraîne en ce moment à La Rochelle, j'ai fait un peu Brest, j'ai fait La Rochelle, j'ai fait Le Havre, donc je suis tout le temps dans le train. Je suis tout le temps en train de courir pour récupérer mes cours, donc c'est vrai que quand on me dit il y a encore le dossier de sponsoring à finaliser, à chaque fois je suis il y a encore ça à faire. Enfin, c'est un peu tout le temps le truc qui revient tout le temps et qu'il faut tout le temps s'en occuper. Donc c'est vrai que on se force à prendre du temps parce qu'on sait que c'est un facteur qui est limitant, quoi. Moi j'ai des gens que je connais aujourd'hui qui arrêtent la voile parce qu'ils ont plus de sous. Donc c'est sûr que c'est un truc qui est sur lequel on peut pas y échapper, quoi, parce que ça peut du jour au lendemain arrêter notre carrière. Donc c'est sûr qu'à un moment on se dit faut prendre les choses en main et c'est un truc important, quoi. Donc on se consacre du temps à faire ça parce qu'on sait que c'est important. Est-ce que du coup, alors t'es encore en études, donc c'est assez difficile à dire, mais est-ce que du coup t'as réfléchi aussi à dans quelques années ces fameux CIP, le contrat ou la convention d'insertion professionnelle que propose l'État, ou même à intégrer des grandes administrations ou l'armée qui propose justement une carrière mixte, un petit peu de travail, mais surtout se consacrer beaucoup au sport? Je sais qu'en tout cas nous pour
pour les contrats aménagés, il y a quelque chose qui est mis en place avec l'armée. Nous, dans la voile, avec l'école navale à Brest. Et donc, on peut par exemple on peut intégrer l'armée des champions quand on fait de la voile et qu'on est en équipe de France. Donc, c'est un statut qui nous donne. C'est un petit peu entre guillemets un objectif qu'on a aujourd'hui, parce qu'on voit que ça nous permet d'avoir un contrat, de travailler et d'avoir un salaire mensuel qui tombe tous les mois. Donc ça, c'est sûr que c'est un petit peu la voie d'accès qui est facile d'intégrer cette armée des champions de l'armée, qui nous permet en fait de comptabiliser des jours sur l'eau pendant nos compétitions, pendant nos stages, et après de consacrer du temps à l'armée à hauteur, je crois, de 30 jours par an, quelque chose comme ça. C'est des stages qui sont organisés par l'armée, mais qui sont vraiment aménagés par rapport au planning d'entraînement qu'on a. Donc ça, c'est sûr que c'est une voie possible. Ouais. Mais donc, t'as toujours pas répondu à ma question, c'est-à-dire c'est difficile de se lancer dans les dossiers de sponsoring, d'aller à la recherche de sponsors et surtout de convaincre. Pour être un peu plus indiscret, là à l'heure actuelle, comment est-ce que vous arrivez à vous en sortir avec ton coéquipier? Est-ce que c'est vraiment l'argent, enfin est-ce que c'est vraiment la famille qui soutient, ou malgré tout vous avez réussi à convaincre quelques sponsors? Et comment ça se traduit au quotidien? Vous affichez son logo sur la voile, sur vos affaires, comment ça marche? Alors je sais qu'aujourd'hui, moi ça fait 1 an et demi que j'ai plus de sponsors officiellement, donc ça veut dire que j'ai récupéré avec les Jeux Olympiques de la jeunesse des bourses fédérales en plus qui ont compensé à peu près 70% de ma saison depuis 1 an et demi. Mon coéquipier, pareil, il a eu des aides de la région, etc. Donc lui, il a été financé à hauteur de peut-être, je sais pas, 20% du budget, mais après tout le reste, c'est notre famille qui l'a pris, quoi. Enfin, moi, je sais que j'ai cette chance-là, que mes parents soutiennent vraiment mon projet, que ce soit autant dans la communication que financièrement. Enfin, je sais que j'ai cette chance-là, que c'est ma famille qui me soutient encore beaucoup aujourd'hui. Après, là, je sais que depuis septembre, on a été mis en relation avec un futur sponsor. Donc, je peux pas en dire beaucoup parce que rien n'est vraiment signé pour l'instant. Mais là, normalement, j'ai réussi à avoir un sponsor qui me soutiendrait jusqu'à Paris 2024, donc pour les prochaines Olympiades. Donc, ça serait un sponsoring, entre guillemets, sur du long terme, mais qui nous aiderait vraiment beaucoup pour faciliter tout ça, quoi. Bon, alors en audio, on voit pas, mais je croise les doigts. Je croise les doigts pour vous. Et oui, pour répondre à ta question aussi, donc quelle contrepartie on peut apporter? Ça dépend un petit peu du besoin de l'entreprise. Parfois, ils demandent, on a le droit de mettre, d'avoir des vêtements, de mettre dans la voile, de mettre sur le bateau. Ça, c'est autorisé. Donc c'est quelque chose qui est demandé, par exemple, par les sponsors. On peut aussi organiser des journées où on leur fait découvrir notre sport. Ils viennent sur le bateau. Parfois, on peut aller faire des séminaires dans leur entreprise, parler donc voilà à leurs collaborateurs de ce qu'on fait, de ce qu'on vit, comment on partage ça avec l'entreprise, quelles valeurs, etc. Mais c'est vrai que ça dépend vraiment de ce que nous demande le sponsor, si on veut, qu'est-ce qu'ils attendent de nous, quoi. Est-ce que vous avez déjà un site internet? Est-ce que vous avez pensé à du financement participatif sur des plateformes type alors Patreon par exemple, si vous produisez du contenu, ou du Sponsorize Me, ou autre plateforme de participation, de financement participatif? Oui, là, c'est sûr que la première année, en 420, on a participé à ça, à Sponsorize Me. Ils avaient fait un dépôt de projet pour la voile, donc c'était une compétition où il y avait des votes, et en fait, on pouvait gagner jusqu'à, je sais plus, je crois que c'était 5 000 euros, qui rentraient après dans une cagnotte. Mais c'est sûr que c'est compliqué, on peut pas faire ça tous les ans, parce que, entre guillemets, on demande un peu toujours aux mêmes amis d'amis, donc c'est sûr qu'on peut le faire ponctuellement pour là on en avait besoin parce que c'était une partie de la saison qu'on n'avait pas du tout réussi à financer. On avait donc c'était le premier championnat du monde et le premier championnat d'Europe qu'on faisait avec Margot, et on avait vraiment besoin d'un soutien pour acheter du matériel, quoi, parce qu'en fait nous on venait juste de commencer le 420, on avait un peu du matériel d'occasion, on va dire, et là on avait besoin du matériel neuf pour vraiment essayer de faire des résultats à l'européen ou au mondial. Donc on était passé par une plateforme de Sponsorize Me avec AG2R la mondiale. Donc ça, on a fait ça une année. Mais je sais quoi, j'ai beaucoup d'amis à moi qui font des plateformes de crowdfunding. Voilà. Mais c'est sûr que c'est pas tous les ans qu'on peut se permettre de faire ça.
Oui, je pense que c'est assez chronophage. On le voit aussi avec Fins, on essaye de faire ça et c'est assez difficile. Justement, en parlant du budget, ça s'élève à combien à peu près un budget pour un équipage de voile? Est-ce que vous devez acheter le bateau? Est-ce que vous devez acheter tout l'accastillage? Donc pour ceux qui connaissent pas l'accastillage, c'est le matériel qui va autour du bateau. Est-ce que vous devez acheter les tenues? Est-ce que les déplacements, comment est-ce qu'ils sont financés? Est-ce que la fédération intervient un petit peu pour tout ça, notamment sur les grands rendez-vous internationaux, les championnats européens, les coupes du monde, les Jeux olympiques? Donc il y a différentes catégories. Globalement, tout ce qui est déplacement, tout ce qui est tenue, tout ce qui est nourriture, c'est financé par nous. Enfin, c'est nous qui devons le financer. Donc quand on fait de la voile et qu'on va en Europe, etc., on doit déplacer les bateaux donc avec une remorque. Donc il faut tracter avec un minibus la remorque avec le bateau, avec le zodiac de l'entraîneur. Donc ça, c'est nous qui finançons. L'entraîneur, ce sont des cadres techniques nationaux qui sont donc rattachés au ministère des Sports. Donc, on ne paye pas nos entraîneurs. Ok. Et voilà, ils appartiennent à une structure donc de la fédération qui sont ensuite rattachés dans des pôles. Donc, par exemple, le pôle de Brest, le pôle de La Rochelle. Donc, en intégrant le pôle de Brest ou de La Rochelle, on a voilà ce suivi-là qui est assuré. Après, sinon, tout ce qui est Jeux Olympiques, là, ça passe une autre catégorie. Donc, les Jeux Olympiques de la jeunesse, par exemple, la préparation a été financée par la fédération. D'accord. Donc, là, c'était entre guillemets nous la première fois qu'on avait ça. On était un petit peu, on trouvait ça super cool parce que les billets d'avion étaient payés, l'inscription était payée, on a passé 3 semaines là-bas. Donc voilà, c'était quand même. Mais ça, c'est arrivé une fois. À côté de ça, des championnats du monde et des championnats d'Europe, on fait tous les ans. Et c'est moi qui dois trouver l'argent pour payer les déplacements, pour payer l'hébergement, pour payer la nourriture et l'inscription. Donc globalement, voilà, la Fédé, elle nous aide, par exemple, pour une bourse matérielle d'un montant, par exemple, de 1 000 € ou de 1 500 €. Sauf que nous, par exemple, un jeu de voile neuf, c'est déjà 2 500 €. Et on en utilise au moins 2 dans la saison. Donc globalement, si on fait les comptes, ça colle jamais avec les aides de la fédération. Ça nous aide toujours un petit peu. On ne peut pas se permettre de dire non parce que ça, mis bout à bout avec les aides de la région, les aides du club, etc., ça fait un budget, mais ça suffit pas pour l'instant. Et après, pour ce qui est du bateau, je sais que le plus souvent, quand on est en optimiste ou en 420, c'est les clubs qui financent le bateau. D'accord. Et nous, on loue, si on veut, le bateau au club à l'année. Et maintenant que je suis passée en série olympique, c'est à nous de trouver le bateau. Donc, je sais que j'ai beaucoup d'amis à moi qui ont dû acheter un bateau. Donc, un bateau, ça vaut 22 000 €. Donc, voilà. Après, moi, avec les statuts, avec les résultats que j'ai fait aux Jeux olympiques de la jeunesse et aux championnats du monde, j'ai eu un statut ministériel qui est reconnu donc de sportif de haut niveau. Et grâce à ce statut-là, j'ai la fédération qui me met à disposition un bateau. Ça, c'est une convention que j'ai signée avec la fédération. Donc pour tous les sportifs qui sont au niveau, qui ont un quota relève. Donc à ce moment-là, ils peuvent bénéficier d'une aide de la fédération qui met à disposition un bateau. Mais c'est toujours pareil, il faut faire des résultats à un moment. Et les résultats, on en a besoin en ayant du bon matériel. Il y a un moment, faut mettre de l'argent au début. Et après, espérer que les résultats vont permettre de trouver la suite, quoi. Okay. Mais il y a un investissement à faire au début. Et quand tu dis que, comme tu as signé une convention avec le ministère des Sports et que tu es sur la liste ministérielle des sportifs de haut niveau, ils te mettent à disposition un bateau, c'est que pour toi ou c'est pour ton équipage? Là, c'est à titre nominatif, le bateau. D'accord. Donc, pour l'instant, c'est moi. Après, vu qu'on navigue à deux, ça change rien pour mon équipier. Globalement, il y a peut-être pas mon nom sur le papier, puis il y a peut-être pas son nom sur le papier, je veux dire, mais ça change rien. Enfin, je veux dire, dans l'absolu, c'est notre bateau, quoi. C'est jamais mon bateau à moi. Enfin, dans la communication de l'équipage, ça rentre pas en compte. Mais sinon, à l'inverse, ça aurait été lui qui aurait un quota, ça aurait été la même chose. Mais il y a des années, c'est les deux qui ont le quota. Là, c'est un équipage qui s'est reformé. Donc, ça dépend. Chacun a une histoire avant avec des quotas, si on veut, avant. Donc, on s'est mis ensemble comme ça. Mais oui, voilà, ça dépend. C'est nominatif, en tout cas, ouais. Les aides. Et du coup, si vous avez 2 bateaux, ça vous permet de vous entraîner sur 2 spots différents sans avoir à bouger les bateaux? Ouais, ça c'est sûr qu'à long terme, c'est un truc qui est vraiment important. Je sais que les équipes de France, ils ont 4 bateaux. Voilà, parce que les Jeux Olympiques sont au Japon. Donc, ils ont un bateau qui est tout le temps en train d'être transporté. Donc, parce que nous, on est obligé de transporter notre matériel, on est obligé de transporter le bateau. On peut pas se permettre de louer le bateau sur place. Parce que le bateau est tellement, organisé, tous les systèmes, tous les bouts qui sont spécifiques à notre équipage. Chaque bateau a ses fonctionnements. Donc, on peut pas se permettre de louer un bateau là-bas. Ça serait au petit bonheur la chance, ça serait jeter une pièce. Donc, c'est juste impossible. Donc, on se déplace forcément avec notre bateau à nous.
Donc je sais que les équipes de France, ils arrivent à avoir 4 bateaux pour pouvoir s'entraîner à la fois dans le nord de la France, dans le sud de la France, un bateau en Europe et un bateau par exemple au Japon. Donc nous pour l'instant on n'a pas du tout ce budget-là, c'est complètement, pour nous c'est pas encore possible, mais c'est sûr qu'à long terme, oui il y a des gens qui ont peut-être quelques années de plus que moi et qui ont déjà 2 bateaux. Ouais. C'est sûr qu'il faut passer par là à un moment. Bah justement, en parlant à long terme, en voyant un peu plus tard, très rapidement, parce qu'on commence déjà à s'approcher de l'heure d'interview, est-ce que tu as déjà pensé à la suite? Alors la suite aussi bien scolaire que professionnelle. On a rapidement parlé tout à l'heure, tu nous as dit que peut-être votre objectif c'était d'intégrer l'armée, enfin l'armée des champions, mais peut-être encore à plus long terme, ta reconversion. Comment est-ce que tu vois ça? Donc pour l'instant, les objectifs, ça va être déjà de participer aux Jeux. Donc 2020, c'est sûr que c'est trop juste pour nous parce que voilà, on a 18 et 22 ans et ceux qui vont aux Jeux, ils en ont 34. Donc la voile, c'est un sport qui a une maturité très tardive comparé à d'autres sports comme la natation ou l'athlétisme. Nous, c'est un sport, on peut en faire jusqu'à 35-40 ans, quoi. Je connais des champions olympiques qui ont leur médaille à 40 ans. Donc c'est sûr que nous, on a la possibilité de faire plusieurs Olympiades. Donc moi je me projette déjà pour 2024, mais après j'ai déjà 2028, 2032 entre guillemets. Enfin, ça peut paraître tellement loin, mais pour nous en fait c'est dans la dynamique déjà qu'on a, parce qu'on sait que c'est possible. Et après dans la reconversion, moi je sais que je veux absolument finir mes études à Sciences Po pour avoir un diplôme, parce que je sais que la voile j'arriverai pas à en vivre concrètement. Enfin il y en a très peu qui en vivent, et c'est beaucoup de sacrifices. D'un point de vue familial, d'un point de vue, c'est un sport qui est chronophage comme tous les sports, mais on passe du temps sur l'eau. Par exemple, si on fait des Transat Jacques Vabre ou le Vendée Globe, on part pendant 2 mois, pendant 3 mois sur l'eau. Donc c'est sûr que, et puis c'est pareil, c'est toujours des recherches de sponsors individuels. Donc globalement, moi je sais qu'après la voile, je pense que je m'appuierai sur mon diplôme de Sciences Po pour trouver un métier qui est pas forcément en lien avec la voile. Alors ça c'est moi, mon choix. Parce que Sciences Po aujourd'hui ça me passionne et que j'adore ce que je fais et que j'ai vraiment envie de faire un métier là-dedans, mais j'aime aussi la voile, donc tant que je peux faire de la voile je fais de la voile, et quand je pourrai plus d'ici là j'espère quand même avoir fini mes études, avoir mon diplôme, et à ce moment-là je travaillerai j'espère avec ce diplôme-là. Et ben après tu travailleras en partenariat avec Sciences Po pour créer la régate Sciences Po. Voilà, exactement, pour soutenir ce cursus qui est vraiment super pour nous les sportifs. Bon, en tout cas, c'est un plaisir d'avoir échangé avec toi, parce que malgré que tu aies que 18 ans, t'as l'air de montrer une certaine maturité, et puis tu vois déjà loin, donc ça c'est splendide. J'étais très contente de faire cette interview, c'était super. Juste avant de te laisser partir, j'aime bien poser 2 petites questions aux sportifs que j'interviewe. La première, si tu pouvais, alors t'étais pas très vieille, mais si tu pouvais revenir en arrière quand t'avais 14 ans et te glisser un conseil à l'oreille juste avant de faire ton titre de vice-championne de France sur Optimiste, qu'est-ce que tu te dirais? Je me dirais que ça va être dur, mais que ça vaudra le coup. parce que oui, c'est dur. Il y a beaucoup de, je sais que je suis partie de la maison, j'avais 14 ans. Donc j'ai tout quitté à 14 ans. J'étais dans un super collège à Paris. J'avais de très bons résultats à l'école. J'avais sauté une classe, donc j'étais bonne pour faire des super études. Et j'ai tout lâché pour aller à Brest, au fin fond de la Bretagne, dans un sport-études de lycée privé, donc de lycée public, pardon. Donc sur le coup, ça peut vite être un petit peu choquant sur le papier, mais moi je sais que je savais très bien ce que je voulais, et que je savais que ça vaudrait vraiment le coup, quoi. Et donc aujourd'hui, je me dis, mais oui, je regretterai jamais ce choix-là, parce que grâce à ça, j'ai pu faire Sciences Po. Donc c'est un truc que je regretterai jamais, quoi. Waouh. Très inspirant. Et pourtant, c'était qu'il y a 4 ans, donc j'invite certains auditeurs à en prendre de la graine. Et la dernière question, s'il y avait une ou un sportif, ou même tiens les deux, un et une sportive que tu aimerais entendre sur ce podcast, tout sport confondu, hein, pas forcément dans la voile, à qui tu penserais? Moi j'ai un sportif qui m'inspire beaucoup, c'est Martin Fourcade. Donc c'est pas du tout dans le milieu de la voile, mais voilà, c'est une personne que je trouve incroyablement humble et incroyablement inspirante. Donc après voilà, je sais pas si un jour il écoutera ce podcast, mais en tout cas c'est une personne qui m'inspire beaucoup, et pourquoi pas l'écouter en interview, ouais, j'adorerais. Ah bah écoute, voilà, tu viens de me fixer un challenge, donc je vais essayer de le relever, et puis si ça marche, tu seras la première. Cette interview, vraiment. Super. Merci encore beaucoup, Kenza. Est-ce qu'il y a des petites choses que tu voulais rajouter, ou on a fait le tour à ton avis? Non, je voudrais remercier mon club, hein, parce que voilà, sans eux je serais jamais là aujourd'hui, et c'est vraiment grâce à eux que j'ai pu faire tous ces beaux résultats. Voilà. Et ma famille aussi, parce que on n'y pense pas assez, mais c'était aussi beaucoup grâce à eux.
Bon, le message est passé. Puis on pensera aussi à ton futur sponsor, mais comme on peut pas encore trop le dire, on le dira une fois que ce sera fait. On fera un petit rajout au podcast et puis pour ceux qui l'écouteront dans quelques mois, ils sauront lequel c'est. Voilà, très bien. Super. Merci beaucoup Kenza. Et puis je te souhaite bon courage pour la suite. Alors on ne verra peut-être pas en 2020 sur les écrans à Tokyo, mais en tout cas en 2024 t'as pas le choix. En plus c'est en France, donc c'est obligé. J'espère, mais il y a du monde qui a la même réflexion. Mais oui, on va tout faire pour, en tout cas. Bon, félicitations. Merci beaucoup. Merci beaucoup, en tout cas, Arnaud. Ouais. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez apprécié cet épisode et je vous en remercie infiniment. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire de l'article sur vestiaire.info ou avec une revue sur Apple Podcast. Ah, et une dernière chose. Le mercredi 11 mars, avec Bart, nous organisons un second apéro podcast. Ce sera sur Paris à partir de 18h30 et jusqu'au bout de la nuit. Nous serions super heureux de vous y voir. Ce sera l'occasion de rencontrer enfin nos auditeurs. Tous les détails sont sur l'événement Facebook dont je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. Et je vous mets également toutes les informations pour suivre Kenza. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à dimanche prochain. Salut les sportifs!